Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de quelque chose d'un peu différent. Donc, on va parler du rôle de professeur et le rôle d'enseignant à l'université. On sait très bien qu'on peut travailler comme clinicien après les études en ergothérapie ou même en recherche. Pour explorer tout ça, on a un invité spécial. Donc, on est avec Camille, qui est un enseignant extrêmement apprécié à l'université. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour ceux qui n'ont pas la chance de vous côtoyer? Oui, donc je m'appelle Camille Sarimanukoglu, donc je suis ergothérapeute, je travaille à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, je suis clinicien et j'ai également le privilège d'enseigner au programme d'ergothérapie de l'Université de Montréal, donc en tant que professeur agrégé de clinique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différents rôles qu'on peut avoir comme implication à l'université? On sait qu'il y a moniteur en laboratoire, on peut être tuteur d'APP, professeur. Comment on peut s'impliquer à l'université dans l'enseignement? En tant que clinicien, d'abord, moi, ce que je trouve que c'est vraiment important, c'est de commencer à accueillir des stagiaires. Parce qu'en accueillant des stagiaires, c'est là où vous allez également savoir si vous aimez ça, l'enseignement. Parce que vous allez consacrer beaucoup de temps avec le stagiaire, vous allez l'accompagner, l'encadrer, vous allez donner de la rétroaction. Et ça, c'est toutes des habiletés qui sont nécessaires pour justement aussi collaborer dans l'enseignement. Et c'est bien important d'abord accueillir des stagiaires et après 1 an de pratique, vous pouvez déjà commencer à accueillir des stagiaires. Ensuite, vous pouvez très bien collaborer dans le programme d'ergothérapie comme clinicien. Vous pouvez collaborer en tant que correcteur, correctrice, tuteur, tutrice ou des moniteurs de laboratoire. Donc, quand je dis tuteur, tutrice, c'est les tuteurs d'APP, personnes tutrices d'APP. On peut être des moniteurs de laboratoire. En fait, moi, j'ai commencé ma carrière dans l'enseignement en étant un moniteur dans un laboratoire, dans un des cours. Donc, ce n'est pas nécessaire, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir le titre de professeur adjoint de clinique ou d'agrégé de clinique. Il y a toutes les façons de collaborer dans le programme. Est-ce que tous ces titres-là, il faut être d'abord impliqué dans la recherche ou par exemple correcteur, moniteur, c'est pas nécessaire? C'est pas nécessaire si vous venez collaborer comme correcteur, moniteur ou tuteur. Ce n'est pas nécessaire de collaborer dans la recherche. Toutefois, pour être professeur adjoint de clinique et agrégé de clinique, c'est important aussi votre implication dans la recherche. Il y a toute une procédure, puis il y a toute une démarche à suivre pour collaborer dans l'enseignement. Il faut avoir aussi des collaborations dans votre milieu clinique également. Et tous ces volets-là qui sont évalués pour éventuellement avoir la nomination de professeur de clinique. C'est quoi qui vous a donné le goût de vous impliquer dans l'enseignement? Parce que on dirait que c'est quelque chose, pas qu'on oublie, mais souvent c'est comme « Ah, je vais aller pratiquer comme clinicien » ou peut-être « Je m'intéresse à la recherche ». Qu'est-ce qui vous a fait venir justement enseigner à l'université? Premièrement, quand j'ai gradué de l'université, c'était pas mon plan de faire de l'enseignement. Après 3 ans de clinique, on m'avait dit que vu que j'accueille régulièrement des stagiaires, donc j'accueillais 2 à 3 stagiaires par année. On m'avait dit que je pouvais appliquer pour avoir le titre de chargé d'enseignement clinique. Donc, j'avais appliqué et j'avais reçu ma nomination comme chargé d'enseignement clinique. Puis là, j'avais reçu un courriel d'un des profs responsables du bloc gériatrie. Donc, c'est un cours qui se donne en gériatrie en 2e année. Et il cherchait justement un clinicien pour animer un des laboratoires. Donc, j'ai une collègue prof qui est également chercheur au centre de recherche qui se trouve à côté de l'Institut gériatrie. Donc, vu que j'avais collaboré dans un projet de recherche, c'était un focus group, c'était vraiment un projet de recherche où la chercheure voulait voir un petit peu comment on évalue tout l'aspect cognitif en clinique. Suite à cette collaboration, ce qui est arrivé, c'est que quand l'équipe de bloc gériatrie cherchait un clinicien pour le laboratoire, elle a donné mon nom à l'équipe de gériatrie qui m'ont contacté. On m'a demandé si je pouvais collaborer. J'avais jamais pensé un jour être devant la classe et enseigner, mais j'ai dit, on va essayer. J'ai dit, je vais essayer, puis si j'aime ça, je pourrais continuer, venir à chaque année pour ce laboratoire-là. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et après ce premier laboratoire-là, j'ai dit,
OK, wow, c'était quand T'as même... aimé ça, puis... J'ai aimé ça. Puis après, vu que j'avais le titre de chargé d'enseignement clinique, ben, en étant chargé d'enseignement clinique, on se retrouve sur une liste De collaborateurs. de collaborateurs. Donc, si jamais les responsables de cours, ils cherchent un clinicien ou une clinicienne pour collaborer dans leur cours, ben, ils vont aller chercher dans cette liste-là. OK. Donc, pour un autre cours de première année, quelques mois plus tard, je reçois un autre courriel des responsables de ce cours-là et ils avaient vu mon nom dans cette liste-là. Ils m'ont contacté pour que je puisse collaborer. Et là, c'était un plus grand engagement. C'était plus 2 demi-journées par semaine pour toute une session. Donc, ce n'était plus seulement un laboratoire. J'ai regardé avec mon employeur aussi si ça fonctionne. J'ai dit OK et j'ai commencé comme ça aussi, comme moniteur dans ce cours-là. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, donc ça faisait 5 ans que je pratiquais comme clinicien. Et là, je pouvais appliquer pour avoir le titre de professeur adjoint de clinique. OK. Juste une précision, tantôt je vous ai mentionné qu'après 3 ans, j'ai appliqué pour le titre de chargé d'enseignement clinique. Toutefois, maintenant, c'est rendu à 5 ans. OK. Fait que les exigences sont un peu plus... Oui, les exigences ont légèrement changé. Donc, après 5 ans de clinique, j'ai pu appliquer pour le titre de professeur adjoint de clinique. Après avoir appliqué pour ce titre-là, j'ai reçu la nomination. On m'a demandé si, en étant prof adjoint de clinique, ben, il y avait l'opportunité d'être responsable de différents cours dans le programme. Donc, on m'a demandé d'être co-responsable des 2 cours où j'ai été moniteur. OK. Il y a le cours le bloc gériatrique Stone en 2e année et le cours de première année. Donc, c'est le cours sur les notions et compétences de base en ergothérapie. Et voilà, donc depuis 2020 jusqu'à ce jour, je suis professeur de clinique. Puis, après 5 ans de professeur adjoint de clinique, on peut appliquer pour être professeur agrégé de clinique. Donc, j'ai appliqué et puis j'ai reçu ma nomination aussi pour le prof agrégé de clinique. Puis, c'est sûr que tantôt, tu posais la question de ce qu'il faut être impliqué dans la recherche ou pas. C'est sûr que comme professeur agrégé de clinique, l'implication dans la recherche est encore plus importante comparativement à adjoint de clinique. Pour avoir le titre ou dès que vous avez le titre? C'est pour avoir le titre, oui. Okay. Donc, c'est toujours important d'avoir les 3 chapeaux, de clinicien, d'enseignement et de recherche. OK. Puis, c'est quoi en fait la différence entre professeur agrégé et, vous avez dit professeur adjoint de clinique? Ouais, c'est quoi que ça change? C'est comme une reconnaissance. OK. C'est vraiment une reconnaissance. C'est sûr que la différence, c'est que quand on est professeur agrégé de clinique, on a une permanence. OK. Parce que quand on a le titre de chargé d'enseignement clinique ou on a le titre de professeur adjoint de clinique, il faut renouveler le titre, la nomination aux 5 ans. Il faut refaire une lettre d'intention, il faut remettre son CV qui est à jour, d'avoir une lettre aussi de ton gestionnaire dans ton milieu clinique. Tandis que, comme professeur agrégé de clinique, tu as quand même cette permanence-là. Donc, je n'ai pas besoin de renouveler mon titre. Oui. OK. Et je perdrais, par exemple, le titre si jamais je m'absente après un certain mois et que je ne collabore plus dans le programme. Bien, à ce moment-là, je pourrais comme perdre le titre, puis il faudrait que je fasse une autre demande. OK. Pour avoir un cours complet à votre charge, il faut absolument être professeur. Comme professeur adjoint de clinique, on peut être responsable. Ce qui est intéressant aussi dans le programme d'ergothérapie, on est souvent aussi pairé avec des professeurs-chercheurs. Okay. Des professeurs-chercheurs ils ont également un doctorat. Puis justement, un autre détail, nous, en ergothérapie, la maîtrise, elle est obligatoire. Donc, parce que pour être professeur adjoint de clinique ou agrégé de clinique, il faut une maîtrise. Fait que là, pour nous, c'est facile. La maîtrise est déjà obligatoire. Ouais, c'est déjà acquis, exactement. Tandis que quelqu'un qui a fait seulement un bac en ergothérapie avant... Parce que, juste pour mettre en contexte, avant, c'était seulement
un bac pour devenir ergothérapeute, Oui. puis après, ils l'ont changé. Exactement. Vous, c'était déjà une maîtrise. Exactement, oui. Donc moi, je suis la deuxième cohorte où la maîtrise était obligatoire. C'est ça, j'ai pas eu besoin de faire une maîtrise pour être professeur adjoint de clinique. Moi, je connais des personnes qui étaient profs de clinique qui ont dû retourner à l'école Pour faire une la maîtrise. Exactement. Parce qu'ils ont gradué dans le temps où c'était seulement un bac. Exactement. Puis est-ce que, je sais pas si vous savez, mais est-ce que le fait d'avoir un doctorat, ça fait comme un passe-droit quelconque pour l'enseignement ou c'est vraiment séparé, professeur de recherche? Puis... Je ne peux pas parler au nom des professeurs de recherche, mais je sais que dans leur charge, ils ont un certain temps qu'ils doivent consacrer à l'enseignement. Donc, à part la recherche, il y a aussi le volet enseignement qu'ils doivent réaliser dans l'année. Mais je ne connais pas tous les détails. Oui, de ça. Oui, exactement. OK. Puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous faites pour jongler justement entre votre rôle de clinicien puis votre rôle de professeur ici? Parce que c'est quand même deux gros rôles. Donc, comment est-ce que vous faites pour garder un équilibre occupationnel? Puis, en gros, comment vous séparez votre semaine entre les deux charges? D'abord, je pense avant tout, il faut dire que, puis ça s'applique, je pense, pour n'importe quel travail, il faut aimer qu'est-ce qu'on fait. Fait que c'est sûr que moi, je m'amuse dans tu sais, avoir le chapeau de clinicien, avoir le chapeau d'enseignant et aussi la recherche aussi. Déjà, comme clinicien, c'est quelque chose que je suis déjà passionnée par ce que je fais. J'aime beaucoup la clinique. L'enseignement, j'ai appris à le découvrir par petites étapes. Et là, je peux même pas m'imaginer ne pas enseigner et je trouve que j'ai le meilleur des deux mondes. Comment je fais pour avoir un horaire occupationnel? Je me trouve également chanceux de travailler dans un milieu clinique où on est capable aussi de m'accommoder et me permettre d'avoir des congés sans solde pour l'enseignement. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Ça me permet justement de venir enseigner au programme d'ergothérapie. Donc, en ce moment, je fais 3 jours cliniques. OK. Et j'ai 2 jours libérés pour l'enseignement. Comme ça, j'arrive à justement jongler entre les deux. Puis c'est sûr, je ne vais pas vous mentir, en tant que prof, c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de préparation derrière chaque cours. Mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est très stimulant. Je ne vois même pas ça comme un travail, c'est juste agréable et mon cerveau est toujours en train de réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre le cours encore plus intéressant, plus stimulant. J'ai des cas cliniques que je rencontre, puis j'ai dit, OK, ça c'est un beau cas clinique. Puis vous en servir après pour en parler à l'école. Puis justement, je dis ça va être un super bon exemple à partager aux étudiants, parce que je pense aussi, les étudiants, ils apprécient entendre les cas cliniques. Le concret de qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et je pense que comme prof de clinique, je trouve ça vraiment très valorisant. Ça concrétise la théorie aussi que les étudiants voient d'entendre des exemples. Oui, exactement. Puis est-ce que, là, vous avez parlé que votre rôle de clinicien influence votre rôle de professeur. Est-ce qu'à l'inverse, vous voyez que votre rôle de professeur influence aussi la façon dont vous pratiquez en clinique? Oui, définitivement. En étant prof de clinique, ça me met également à jour par rapport aux données probantes. Quand je vois qu'il y a des nouveautés, parce que l'ergothérapie, c'est une profession qui évolue continuellement. Fait que je trouve que, justement, des fois, quand j'entends aussi des profs chercheurs, justement, parce qu'ils sont vraiment... ils font beaucoup de recherches, fait que moi, je trouve ça une richesse, justement, de collaborer avec toutes ces belles personnes. C'est une richesse, je trouve. Puis des fois, tu sais, justement, actuellement, tu sais, je travaille de proche avec une professeure chercheur et avec qui je collabore dans le bloc gériatrie. Tu sais, elle va me transmettre des informations tellement riches que j'aurais pas pu savoir si je faisais uniquement la clinique. C'est vrai que vous avez, comme par le fait même, vous êtes impliqué avec beaucoup de gens qui sont très impliqués dans la recherche puis sont comme à jour justement dans les probantes. Fait que même si c'est pas les gens avec qui vous collaborez dans votre cours, sont quand même tous là à côté de votre bureau. Exactement. Puis comme prof de clinique, c'est sûr
que je dois également être à jour aussi avec les données probantes parce que je vais transmettre ces connaissances-là aux personnes étudiantes. Ouais. Fait que c'est très important d'être à jour. Fait que là, ça me permet aussi justement de voir comment je pourrais appliquer ça en clinique. Après, je peux également aussi transmettre ces connaissances-là à mes collègues aussi, ergothérapeutes. Fait que je trouve que c'est vraiment... je me trouve privilégiée justement de pouvoir faire ça. Puis aussi, tantôt j'ai parlé aussi de la richesse de rencontrer tous ces profs chercheurs qui me transmettent plein d'informations super intéressantes et pertinentes, mais également comme prof de clinique, en étant responsable de différents cours, ben il y a plein de collaborateurs cliniciens qui viennent dans ces cours-là et j'ai la chance de rencontrer tellement de belles personnes qui ont des expertises variées. Donc ça aussi, c'est une richesse. Tout ce réseau que je crée entre collègues ergothérapeutes, ça aussi, c'est vraiment une grande richesse que j'ai comme prof. Fait que si on revient, mettons, à la première étape pour les gens que ça intéresserait de s'impliquer, ça serait vraiment de commencer à accueillir des stagiaires pour s'assurer que c'est quelque chose qui les intéresse. Oui, définitivement. Ça veut dire que quand vous faites comme la demande pour vous impliquer comme chargé d'enseignement clinique, ça ne veut pas dire que si vous acceptez que vous allez avoir un rôle. Dans le fond, c'est que vous tombez dans une liste de potentiels. Oui. OK, c'est ça. Oui, exactement. Puis, il y a quand même des avantages aussi d'être chargé d'enseignement clinique. Vous avez accès aux données probantes. OK. Ça, c'est vraiment un plus. Vous avez aussi des rabais pour les formations continues qui se donnent à l'université dans le programme d'ergothérapie. Donc, il y a aussi plusieurs autres avantages. Moi, je ne regrette pas. Ouais. Et, parce que je dois vous avouer, quand j'ai appliqué pour le titre de chargé d'enseignement clinique, au départ, je disais, ben, tu sais, je vais quand même continuer à accueillir des stagiaires. Puis, comme je vous ai dit, moi, je ne pensais même pas enseigner. Moi, je n'ai pas appliqué pour le titre de chargé d'enseignement clinique pour collaborer dans l'enseignement dans le programme, mais on m'avait dit que c'était comme une reconnaissance, c'est un titre universitaire. Ouais. Et moi, j'avais en tête que j'allais continuer à accueillir des stagiaires parce qu'accueillir des stagiaires, honnêtement, c'est également un aspect que j'aime beaucoup aussi comme ergothérapeute. Je trouve que c'est une richesse d'accueillir des stagiaires. Puis, je trouve accueillir des stagiaires aussi, ça nous permet aussi comme cliniciens de se mettre aussi à jour. De se questionner aussi. Exactement. Oui, oui, c'est vrai que c'est un défi. Oui. Je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas fait ces démarches-là et je suis très reconnaissant. Puis, justement, on vient de parler de le rôle de superviseur de stagiaire. À ce jour, est-ce que vous avez encore le temps d'accueillir des stagiaires malgré que vous travaillez 3 jours en clinique, 2 jours à l'université? Est-ce que vous avez le temps encore de voir des stagiaires? Certainement, parce qu'effectivement, accueillir des stagiaires, ça fait partie d'un des aspects que j'aime beaucoup comme ergothérapeute. Je trouve que c'est un privilège. Tu sais, oui, je suis prof. Tu sais, j'ai déjà cette opportunité-là de transmettre mes connaissances, transmettre ma passion, transmettre tout ce que je peux transmettre. Mais aussi en stage, c'est différent parce qu'on est vraiment avec les patients, on est vraiment sur le terrain et c'est vraiment un autre monde aussi d'enseignement. Fait que avec mon horaire que j'ai actuellement, donc je peux accueillir des stagiaires de première année. Donc c'est 1 fois par semaine, donc c'est gérable. Ouais. Aussi, j'aime ça accueillir 2 stagiaires en même temps. Je trouve que ça aussi, c'est une richesse. Toutes les discussions qu'on a, les 3 ensemble, assis autour d'une table, après une entrevue, après une intervention, c'est toujours très riche. Du mois entre mai puis août, je fais la clinique à temps plein pour justement pouvoir accueillir des stagiaires. Donc, j'arrive à accueillir des stagiaires de 2e année. Ouais. Donc, c'est un stage à temps complet pendant 9 semaines. Ça m'est arrivé également d'accueillir des stagiaires à la maîtrise, ceux qui font à l'été. Ah oui, parce qu'à la maîtrise, à l'Université de Montréal, on peut faire notre stage soit à l'été ou soit à l'automne. Fait que si tu décides de faire l'été, ça fonctionne avec votre horaire. Oui. Malgré mon horaire, je peux quand même accueillir par année 4 à 5 stagiaires par année. Oui, c'est beaucoup. Fait que vous ne devez pas vous ennuyer entre tous ces rôles-là. Ah non, pas du tout. C'est très stimulant. Puis, non, je m'amuse dans mon rôle comme ergothérapeute, comme clinicien, comme prof, comme superviseur de stage et aussi en recherche aussi. En recherche, oui, c'est ça. C'est vraiment le fun parce que
Le côté recherche, en fait, ce qui est vraiment super intéressant, c'est de voir des chercheurs qui viennent vers les cliniciens pour avoir notre opinion, pour voir justement est-ce que c'est réaliste. On a une idée, est-ce que c'est réaliste sur le terrain, est-ce que c'est réaliste avec la clientèle. Par exemple, moi je suis en gériatrie, est-ce que ce qu'on propose, est-ce que c'est possible avec cette clientèle-là? Ou bien comme clinicien, je collabore aussi à des projets pilotes. Par exemple, il y a un programme qu'on veut essayer, donc moi comme animateur, comme ergo, j'anime un programme, puis on fait un test, on regarde comment ça fonctionne. Puis j'apprécie énormément que les chercheurs prennent vraiment en compte le point de vue du clinicien. Je trouve la personne qui est sur le terrain. Exactement. Parce que la recherche, il faut s'assurer que ça soit réaliste. Puis c'est là où ça fait des beaux duos et c'est là où ça fait des beaux projets de recherche. J'ai oublié de mentionner tantôt, mais si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur votre pratique en gériatrie, vous avez participé aussi à un podcast qui est fait par des étudiants de l'Université de Montréal, donc le podcast Jason Ergo. Si jamais vous voulez l'écouter, on va pouvoir mettre le lien si vous voulez en savoir plus sur votre pratique en gériatrie. Donc, avant de finir, est-ce que vous avez un message clé ou quelque chose que vous aimeriez que les gens sachent à propos de l'ergothérapie? Donc, quelque chose que vous aimeriez partager? Oui, je trouve que d'abord, je me trouve vraiment chanceux d'être ergothérapeute. Je trouve que c'est une des belles professions qui existent. Je trouve que comme ergothérapeute, je vois dans le quotidien comment on peut faire une différence dans la vie des gens. Des fois, c'est juste, ça ne prend pas grand-chose pour faire du bien à nos personnes qui sont vulnérables. Ils viennent nous voir, ils viennent nous consulter. Si quelqu'un vient nous voir en ergothérapie, c'est pas parce que tout va bien. C'est parce qu'il y a un défi. Il y a un défi occupationnel, il y a un défi dans son quotidien. Je me trouve chanceux d'être là pour ces personnes-là, pour les aider à passer à travers ce défi-là. Soit de faire de la réadaptation pour essayer de retrouver leur autonomie antérieure, soit de voir comment on pourrait faire les choses différemment pour aider à retrouver leur autonomie. Par exemple, je peux dire que, comme ergothérapeute, les gens viennent me voir souvent pour me dire pourquoi tu as choisi la gériatrie. Moi, je dis que pourquoi pas la pédiatrie ou d'autres clientèles. Puis des fois, on va me dire également qu'en gériatrie, ça doit être difficile, c'est la fin de vie et que, des fois, on va même me dire que peut-être ça vaut peut-être même pas la peine d'aller pousser la réadaptation, etc. Moi, je suis complètement contre ça. Les personnes âgées demeurent des êtres humains. Également, moi, je me trouve au contraire très chanceux d'être dans mon rôle d'ergothérapeute parce que, d'abord, la gériatrie, ce n'est pas la fin de vie. Okay? Quelqu'un peut avoir 65 ans, puis il peut vivre il peut lui rester 30 ans, même 40 ans. De plus en plus, je vois des centenaires en clinique. Donc, c'est vraiment pas la fin de vie. Puis je me dis, même si la personne va vivre sa dernière journée, puis si moi, comme ergothérapeute, je peux lui offrir un bien-être, si je permets à cette personne à réaliser une activité signifiante, et si c'était sa dernière journée, voilà, c'est ça mon salaire, c'est mission accomplie, puis c'est là où ça donne tout un sens dans mon travail. Ouais. On fait réellement une grande différence dans le quotidien des personnes. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça puis d'avoir participé à notre vidéo. Je trouve vraiment que vous êtes une personne qui fait rayonner notre profession de plusieurs façons. Juste en enseignement, on le voit, les gens apprécient beaucoup votre cours. L'ergothérapie, sous tous ses angles, vous êtes capable de la faire valoir. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à notre vidéo. Donc, pour les gens qui nous ont écoutés, merci beaucoup aussi d'avoir écouté. Puis, on va se retrouver prochainement pour une autre vidéo. Donc, merci. Merci à vous.